Allô, bienvenue sur le podcast de la tête aux fesses. Je suis tellement heureuse de vous trouver ou de vous retrouver dans un format de podcast qui est renouvelé, en fait, filmé, ce qui me rend pour le moins inconfortable, puis en même temps, j'ai envie de m'incarner beaucoup. Je trouve que ça goûte beaucoup le fou dans le tarot, avec l'idée que je pars avec mon petit baluchon, puis je saute dans le vide. Puis j'avais envie de vous lire pour vous donner un peu l'idée de mon intention pour ce podcast-là, un extrait du livre « L'art du tarot » de Vanessa DL, par rapport au fou, en fait, qui parle que, et je lis ici, que le fou est associé à Uranus, la planète qui nous invite à nous rebeller contre les conventions et à être fidèles à notre individualité, même si celle-ci est incomprise par les autres. Le fou désire une liberté qui lui sera essentielle à la découverte de son essence la plus authentique et la plus vraie. Il cherche à se détacher des identités qui lui sont données et imposées pour se comprendre sous ses multiples facettes. Cette lame nous invite à courir le risque de plonger vers l'inconnu et à faire confiance à notre instinct tout en cultivant la pureté de nos intentions. Puis pour moi, c'est ça, ce podcast-là, c'est une sortie de zone, puis en même temps, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de nourrir, puis qui pour moi, fait du sens dans ce qui s'en vient pour la suite. Donc, je suis Isabelle, en fait, je me présente. Isabelle, je suis une femme cis, lesbienne. J'utilise le pronom « elle ». Je suis une professionnelle en sexualité décomplexée et inclusive. Puis à travers ce podcast-là, comme à travers tous mes espaces, en fait, que je souhaite vraiment sécuritaire. J'aime permettre aux femmes, entre autres, mais aux personnes, de nourrir leur humanité, leur sexualité, de nourrir leurs relations, puis de se permettre, en fait, de faire les choses différemment, de se permettre d'être curieux, puis de découvrir, peut-être aller un petit peu à l'intérieur de soi pour voir qu'est-ce qui est là, puis qu'on n'osait pas s'avouer avant. Donc, voilà, ma vision pour ce podcast-là s'inscrit vraiment dans une posture de curiosité. Puis en même temps, j'ai envie, à travers des discussions avec des personnes inspirantes, de nourrir justement une vision décomplexée, inclusive, féministe des sexualités. Donc, ça va être du vécu expérimentiel, ça va être des connaissances, du savoir qui va être partagé dans l'amour, en fait, parce que c'est ce qui nous relie à quelque part en soi et avec les autres. Donc, puis là, en fait, j'avais envie de juste revenir sur le titre du podcast parce que l'expérience humaine, pour moi, ça se vit de la tête aux fesses. Et la tête aux fesses, c'est Jean-Pierre y avait pensé avant moi. Mais je trouve tellement que ça fait un beau lien justement avec notre sexualité parce que notre sexualité, elle est vécue dans notre cerveau au départ, notre cerveau étant le premier organe sexuel. Puis c'est cette relation-là entre notre cerveau et notre corps qui fait en sorte qu'on peut ressentir le plaisir. Donc l'orgasme, la lubrification, tout ce qui est érection, fantasme, désir, tout ça vient, tu sais, et commandé, je dirais, par le cerveau, tu sais, qui donne un signal au corps. Puis là, notre corps, en ressentant du plaisir, fait comme « Ah, finalement, c'est pas pire. Je vais comme renvoyer un signal à mon cerveau comme quoi j'aime ça, puis je continue, tu sais. » Donc, ça vient de là, en fait, un petit peu de la tête aux fesses. Puis mon amie Catherine qui s'est fait un petit tatou récemment avec ce phrasé-là. Donc, voilà, je pense que c'est important de comprendre le lien entre le cerveau et le corps pour pouvoir se permettre le plaisir. Donc, voilà pour ça. À chaque épisode, je vais vous raconter une petite expérience humaine. Je vais y aller avec la mienne pour commencer sur cet épisode-ci. Puis, je vous inviterai, en fait, pour les prochains épisodes, à me partager vos
histoires de cul, vos histoires de dating, vos histoires de sexe, de confession, des fois intimes. Puis je me permettrai de les partager de façon anonyme. Donc, si ça vous tente de m'écrire, puis parce que je crois vraiment sincèrement que c'est en partageant notre histoire avec les autres, en se permettant justement de nommer notre vérité, puis de recevoir la vérité des autres qu'on peut se permettre de naviguer mieux notre expérience humaine. Donc, voilà pour ça. Je vous laisse sur l'extraordinaire discussion que j'ai eue avec mon invitée, Alexandra Oneria, sur la transformation identitaire à travers les mythes, le mythe de Inanna dont on parle dans l'épisode. Donc, voilà. Je vous remercie d'être là. Puis je vous laisse sur l'épisode. Bon épisode! OK, donc allons-y avec mon histoire. Comme je vous ai parlé un petit peu plus tôt, j'ai pas toujours été en relation avec des femmes. J'ai un passé qui est hétéro. J'ai été en relation avec 2 hommes dans ma vie et j'ai vécu une transformation identitaire, en fait, suite à ma séparation avec le papa de mes enfants, le merveilleux papa de mes enfants. Puis à ce moment-là, je me suis retrouvée dans mon 4,5 assise sur mon divan entre mes 4 murs blancs, puis il y a comme une question qui m'a happée, en fait, puis ça a été « Qui suis-je? » tu sais. Je me suis vraiment retrouvée face à un vide identitaire, face à qui j'étais, que j'avais perdu, en fait, au fil des années, ou même que je pense que j'avais jamais trouvé. Parce que ce vide-là, c'était aussi... en tout cas, c'est comme une répétition de ma vie il y a 10 ans, à ce moment-là, parce que j'ai perdu ma mère quand j'avais 20 ans. Donc, je me retrouvais 10 ans plus tard à naviguer un peu ce même vide-là identitaire, puis à pas trop savoir où est-ce que j'étais. J'étais assise dans mon divan, puis je regardais mes murs, puis non seulement j'étais incapable de dire qui j'étais, ce que j'aimais, mais aussi quelle couleur je voulais peindre les murs, tu sais. Fait que ça a vraiment été une période de ma vie qui a été transformatrice. Puis, à ce moment-là, j'ai vraiment compris que, en fait, dans les années qui ont suivi, j'ai vraiment compris que j'étais sur le pilote automatique, tu sais. J'étais comme un robot humain. J'ai eu mes enfants, j'ai vécu, puis finalement, j'ai survécu pendant une majeure partie de ma vie. Puis j'ai, à ce moment-là, vraiment débuté un questionnement, une introspection. J'ai repensé qui j'étais. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'ai débuté justement ce questionnement-là identitaire. J'ai toujours su que j'aimais les femmes. J'ai toujours su, tu sais, parce que j'ai toujours eu des relations sexuelles avec des femmes, mais c'est comme si pour moi, ça m'apparaissait pas c'était pas quelque chose de possible, en fait, d'être en relation amoureuse avec une femme. Parce qu'on est vraiment pris dans l'hétéronormativité, parce que j'ai jamais eu de représentation à ce niveau-là. Donc, j'ai commencé à ce moment-là à me questionner à propos de mon identité amoureuse, érotique. Puis, je me suis fait un coming out à moi-même, alors que j'étais un peu après mon retour de Saturne. Et suite à ça, quelques années plus tard, j'ai fait un burn-out. Puis ce burn-out-là m'a vraiment amenée à repenser encore une fois qui j'étais, mon identité, mon existence dans cette expérience humaine-là. Puis à ce moment-là, en fait, quelques temps après, j'ai fait vraiment mon coming out à tous, au père de mes enfants, à mes enfants. Puis tu sais, j'étais pas seulement la seule, la dernière à comprendre que j'étais gay, mais ça a été vraiment comme le processus, en fait, de moi qui est partie d'une enfant qui a perdu sa mère à une mère qui est en couple, à une femme seule qui, là, se retrouve un peu de face au vide. Puis, ouais, je trouve que ça fait une belle introduction, en fait, à ce qu'on va parler aujourd'hui avec mon invitée, Alexandra Oneria. Allô, Alex. Allô, Isa. Je suis contente que tu sois là. Ça me fait du bien parce que cette transformation-là identitaire, pour moi,
tu la maîtrises, en fait, avec tes connaissances, puis avec ton savoir, puis les symboles. Puis j'ai envie qu'on rentre là-dedans à travers la mythologie aussi, les mythes. Donc, on y va. Es-tu prête? Oui, je suis On prête. enchaîne. Je suis contente d'être là. Oui. Merci pour ton partage d'histoire. Ben, ça me fait vraiment plaisir. En fait, je pense que c'est vraiment de cette manière-là qu'on crée des ponts avec notre existence humaine en entendant puis en recevant aussi des autres. Donc, puis pour moi, la sexualité aussi, c'est ça. Fait que c'est de créer des ponts puis de connecter à soi puis aux autres. Fait que comment tu vas, ma belle Alex? Je vais bien. Ouais. Comment t'arrives ici aujourd'hui? Bien, déposée. Ouais. En confiance. Ouais. Merci tellement d'être là. Pourrais-tu te présenter à travers tes multiples facettes? Absolument. Donc, moi, Alexandra Oniria, en fait, qui est un petit peu mon nom de sorcière. Et j'œuvre sur les réseaux sociaux beaucoup pour parler à la fois des thèmes de la mort, de la finitude, mais aussi beaucoup des symboles à travers le tarot, les rêves. Moi, c'est vraiment l'approche des symboles, comme dans l'approche jungienne, en fait, qui est inspirée de la psychologie des profondeurs, qui me fascine. Puis c'est vraiment de cette manière-là que j'apporte un petit peu ma couleur. Fait que les mythes, les contes, tout ce qui touche à la transformation. Et je suis vraiment, vraiment fascinée ces temps-ci par justement les mythes de descente et de remontée, d'ascension, qui sont un peu en miroir avec ce qu'on observe à l'automne et au printemps. Oui. J'ai envie de te demander juste en commençant, là, qu'est-ce qui nourrit tes intérêts au quotidien pour toi? Qu'est-ce qui goûte le monde un petit pot de miel ici? Là? Qu'est-ce qui goûte le miel pour toi au quotidien? Ben, c'est sûr que pour moi, ces temps-ci, c'est beaucoup de trouver de l'espace pour romanticiser ma vie. Fait que j'ai vraiment recommencé à prendre le temps d'aller m'acheter des fleurs, de connecter à la nature de cette façon-là. Alors qu'avant, c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas fait en me disant, je sais pas, c'est frivole. Puis là, je le fais plus un peu en honorant la partie de moi qui adore l'esthétisme, puis qui a besoin de nourrir un petit peu son espace. Oui, c'est un peu comme on se disait tantôt, tu sais, souvent, on attend de se le faire offrir, en fait, ou comme on se dit, ça vaut pas nécessairement la peine que je me déplace puis que je dépense un peu d'argent là-dessus. Puis finalement, quand on se l'offre à soi, il y a vraiment quelque chose de grand là-dedans. On attend des occasions spéciales. Alors exact. que finalement, je suis comme, je suis pas sûre que je vais faire ça tout le temps, mais tu sais, c'est comme vraiment quelque chose que je nourris plus en ce moment. Oui, mais regarde, on est accompagné aujourd'hui avec Tulipe du Québec. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, on va aborder la transformation identitaire à travers le mythe, la mythologie en général, mais aussi le mythe de Inanna. Puis là, moi, je suis curieuse parce que je m'y connais pas. Je connais pas ce mythe-là. Donc, j'aimerais ça que tu m'en parles, que tu nous fasses un portrait, là, mettons, général de ce mythe-là. Oui. Dans le fond, Inanna, ou dans d'autres histoires, elle va s'appeler Ishtar, est une déesse de la mythologie sumérienne qui, il y a très longtemps, était associée un petit peu à l'archétype de la déesse mère qu'on retrouve dans d'autres mythologies aussi grecques, comme la figure de Déméter. Et dans si on veut, dans la mythologie sumérienne, Inanna est appelée un peu à représenter tout ce qui est autant l'énergie sexuelle au sens de libido, mais aussi les cycles de fertilité dans la nature également. Fait qu'elle honore vraiment aussi toutes les facettes. Elle a vraiment quelque chose aussi de très libéré au niveau sexuel. Elle n'est pas juste dans le côté de la bonne mère, mais aussi les aspects plus sombres ou plus cachés de ce que c'est que d'être dans l'archétype féminin. Oui. Puis dans la légende qui s'appelle la descente d'Inanna, elle descend vraiment littéralement aux enfers à la rencontre de son opposé, qui est aussi sa sœur, un peu comme un miroir d'elle, qui est la reine des enfers. Fait qu'on suit tout un petit peu son cheminement. Je sais pas si tu veux que je le rencontre de bout à bout, mais je peux le faire. Oui, vas-y. Fais un portrait large. Je vais faire un portrait large, mais effectivement, dans le fond, dans cette légende-là, en fait, elle ressent l'appel de descendre. C'est comme si, même malgré les avertissements que c'est dangereux de descendre aux enfers, qu'il y a des gens qui ne reviennent pas, même si c'est une déesse, qu'il y a des risques à y laisser sa peau, elle ressent l'appel très, très fort
d'y aller. Puis elle décide de suivre un peu l'appel de son âme, à quelque part, d'y être. Et dans le fond, il y a même une phrase qui dit qu'elle tend l'oreille aux échos du souterrain, aux échos des enfers qui lui viennent. Ouais. Puis elle va rencontrer, dans le fond, dans sa descente, 7 portes. C'est comme si pour aller jusque rencontrer sa sœur, il y a 7 portails. Puis à chaque entrée, elle doit laisser aller une couche qui est représentée par un bijou ou une plaque. Une couche d'elle-même. Une couche d'elle-même qui va être peut-être un voile, peut-être un collier qu'elle a ou des bagues. Mais à chaque fois, à ces 7 portes-là, elle laisse aller. Le 7 étant aussi associé à Vénus, d'ailleurs. Fait qu'il y a quand même un aspect très vénusien avec Inanna. Et pour qu'éventuellement se retrouve devant sa sœur complètement mise à nu, complètement vulnérable, le cœur ouvert, vraiment en laissant derrière justement des couches d'identité. Puis sa sœur est en train de la reçoit, mais elle la reçoit pas avec grande bienveillance, en fait. Elle la reçoit plutôt avec une forme de violence. Je n'irai pas devant tous les détails parce qu'il y a tellement de nuances à ce mythe-là, mais sa sœur est en deuil, en fait. Puis, quand elle la reçoit, elle est très, très en colère contre Inanna. Puis, elle décide de la ça va être triste un peu, mais elle décide de la torturer, puis de la mettre à mort. Puis, à quelque part, ça représente, en fait, comment des fois, on descend vraiment creux, puis on est mis face à des aspects de nous-mêmes qui sont difficiles, puis qui nous poussent à une renaissance, qui nous poussent à devoir complètement revirer ou revoir qui on est. Puis c'est symboliquement représenté par sa mise à mort, qui arrive souvent à des divinités dans les légendes. Mais elle va être rescued, ou genre, elle va être... comment on dit ça? On va venir un peu à son aide par ses serviteurs, qui vont envoyer, en fait, 2 êtres qui ne sont ni hommes ni femmes, qui sont un peu dans ses serviteurs, qui sont fluides, flexibles dans leur identité de genre, ce qui est quand même une vieille représentation de la transidentité. Oui. Et pourquoi? Parce que ces êtres-là, comme ils sont capables de shifter, ont cette facette-là de liminarité qui leur permet de autant descendre aux enfers que de remonter aussi, un peu comme Mercure, un peu comme d'autres entités qui ont cette possibilité-là de voyager puis d'être comme un accompagnateur. Fait qu'ils vont à sa rescousse, puis ils font un plaidoyer à sa sœur, la reine des enfers, pour que finalement elle accepte de donner de la nourriture comme qui est vitalisante à sa sœur et la ramener à la vie. Wow. Puis ensuite, pour revenir en haut, il va falloir qu'elle laisse quelque chose en échange qui lui est précieux. Elle ne peut pas quitter juste de même. Il faut vraiment qu'elle laisse quelque chose derrière qui lui est cher. Dans la légende, ce qui symbolise ça va être son époux qui, pendant sa disparition, la cherchait même pas. C'était pas un super bon mari, mettons. Okay? Fait que lui, il était juste déjà passé à autre chose. Fait que là, elle, en entendant ça, elle est tellement le cœur brisé qu'elle décide que c'est lui qu'elle va sacrifier. Fait que lui, il est condamné à rester finalement genre 6 mois aux enfers, puis il va partager ce temps-là avec sa sœur, en fait. Fait que c'est encore une fois un peu une représentation des saisons, le fait que des fois on passe une partie de l'année dans l'hiver. Fait qu'il y a différentes couches de symboles qui sont rattachées à d'autres mythes également. Mais c'est vraiment comme ça que le mythe se termine. Il y a vraiment comme un retour renouvelé, mais en même temps, on peut pas partir sans sacrifier quelque chose. Je trouve ça beau parce que c'est la représentation, en fait, de la descente à l'intérieur de soi. Absolument. Quand on vit une crise ou une étape de vie qui est justement comme, pour moi, mettons, le deuil de ma mère, une séparation, la matrescence. Tu sais, on a tellement souvent à aller à l'intérieur de soi pour déconstruire certaines affaires qui ne nous servent plus à un moment donné, puis qu'on a à laisser aller pour continuer, tu sais. Tu parlais de ton burn-out tantôt. Oui. C'est qui sont des très beaux exemples de moments dans nos vies humaines où on vit un épuisement, on perd quelqu'un, on vit une transformation identitaire, comme tu dis, comme le fait de devenir mère, puis on est face à nous-mêmes comme en déconstruction. Donc, on est souvent en train de descendre, si on veut, ces paliers-là jusqu'aux enfers. On peut même se sentir vraiment aux enfers, en fait. Oui. Torturé. Oui. Puis, c'est dur, des fois, avec le recul, de ne pas voir ça comme juste de la torture, mais aussi comme un aspect juste nécessaire de notre évolution
personnelles, puis que dans notre vie, en fait, on va en vivre plusieurs, des descentes puis des remontées, puis que c'est bon d'apprendre à l'apprivoiser, puis qu'il y a tellement des belles clés d'humanité dans ça. Tu le vois, toi aussi, avec le changement. Tellement. Changement de genre, changement de sexualité. Oui, mais ça nous ramène à notre humanité, en fait. Puis c'est ça, souvent, on a tendance à se restreindre dans des étiquettes. Tu parlais des personnes peut-être ni hommes ni femmes ou fluides de genre dans ce mythe-là. Puis, tu sais, ça me rappelle que moi, j'ai performé ma sexualité, tu sais, pendant toute ma vie, en fait. Puis je la performe encore, puis on est tous un peu là-dedans. Mais je l'ai tellement performée à pas m'en rendre compte, en fait, que j'avais comme peut-être des désirs qui étaient cachés en dessous de quelque chose, puis que je m'étais pas juste même questionnée à propos de ça, tu sais. Fait qu'il y a vraiment... Il y a vraiment une reprise de pouvoir, je trouve, à travers ce mythe-là qui nous montre que de descendre aux enfers, c'est pas... Aux enfers, on s'entend. Que de descendre dans nos profondeurs, c'est pas juste négatif. Au contraire, c'est vraiment beau. Puis ça nous amène ailleurs. On résiste des fois tellement longtemps, on a peur. Puis c'est seulement en se laissant aller, qui est beaucoup à l'image de... Je travaille beaucoup avec le pendu ces temps-ci, qui est une arcane de tarot. Je pense même que je l'ai amenée pour la montrer. Mais c'est plus pour la caméra, là, mais effectivement, c'est comme vraiment une arcane du tarot qui montre comme un état de suspension. Parce que même dans le mythe d'Inanna, en fait, elle est suspendue pendant 3 jours comme par un pied, morte, mais bon. Mais c'est pour symboliser aussi comment des fois on passe du temps vraiment entre 2 états, puis que ça peut être très souffrant pendant ce temps-là. Ouais. Puis qu'on dirait qu'il n'y a rien qui avance, on dirait qu'il n'y a rien qui bouge, on dirait que ça ira pas mieux. Puis en même temps, il y a comme un apprentissage à juste laisser aller, s'abandonner quand on laisse faire un peu notre ego à quelque part, là, au sens plus psychanalytique. Là, ben, on offre aussi la possibilité de se reconstruire, renouveler, puis plus nous-mêmes. Mais ça fait peur d'être dans cet espace un peu liminal-là, justement, là, d'être comme entre 2 eaux, un peu déconnecté de peut-être l'ancienne version de nous versus pas encore connecté à celle qui s'en vient ou qui vient comme émerger avec cet espace liminal-là. Et que j'aimerais ça qu'on rentre là-dedans. Qu'est-ce que la liminarité, Alex? Oui, la liminarité. Un grand concept. Ben, c'est un concept qui exprime cet état-là. J'ai plus la définition sous les yeux, mais c'est vraiment de passer d'un état à un autre. C'est comme un état de portail, la liminarité. Puis c'est le fait d'être entre 2 mondes. Fait que même en magie, on va l'utiliser comme un aspect de transformation, un aspect de reprise de pouvoir. Puis c'est cet état où on est vraiment flottant entre l'un et l'autre. Puis dans nos vies, ben, on peut le vivre quand on vit un déménagement. On le vit en fait constamment. Là, constamment. Cet état-là. On le vit constamment parce que dans notre identité, si on change de carrière, qu'on vit un moment où notre mariage est en train de se dissoudre, on perd quelqu'un de proche, puis c'est subi ou on s'y attendait pas, on peut vraiment se sentir flotter en deux versions de nous-mêmes, en 2 continents pour certaines personnes même. Oui, puis quand Carl Jung disait justement l'obscur enfante le lumineux. Oui. Puis je trouve ça beau parce que souvent on a tendance à s'en aller justement toujours vers la lumière ou en tout cas vouloir accéder à ça tout le temps puis rester là quand ça prend l'obscur pour pouvoir voir, tu sais, cette lumière-là. Parce qu'il n'y en a pas de transformation autrement, là. Je veux dire, ça prend cet espace-là qui nous rend inconfortable, qui est vraiment inconfortable, puis qui fait en sorte qu'on se pose ces questions-là à propos de nous, tu sais, notre identité sexuelle, notre identité de genre. Tu sais, tu parlais de ces serviteurs qui étaient ni hommes ni femmes, tu sais. Le genre, qui est un sujet vraiment polarisant de ce temps-ci, est quelque chose que l'on performe au quotidien, toi, moi, puis tout le monde, tu sais, qu'on soit cis, donc que notre identité de genre, ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, est en concordance avec notre sexe, ou qu'on soit sur le spectre de la transidentité qui fait en sorte qu'on a un sexe assigné à la naissance qui
qui pour nous est pas ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, tu sais. Fait que je trouve ça beau de pouvoir s'ouvrir, en fait, à ça, puis de déconstruire qu'est-ce qu'on nous dit un peu partout. Puis des fois, à travers des mythes comme ça ou des symboles, je pense que ça nous amène à le voir différemment. Puis c'est ça que j'ai envie qu'on navigue ici, là, ensemble, tu sais, de voir que cette fluidité-là, puis cette navigation-là de nos inconforts autant que de notre identité, que cette transformation-là est vraiment pertinente puis nécessaire, tu sais. Exactement. Ça nous rassure que c'est universel, en fait, de pas savoir qui on est ou de se laisser pas savoir où on s'en va. Puis, que comme tu dis, c'est de la noirceur que le reste se place, puis que c'est cyclique au même titre qu'on l'observe dans la nature. Il y a tout constamment des cycles de ce qu'on appelle la vie-mort-vie ou des cycles de renaissance, où il y a des choses qui doivent se décomposer pour régénérer la phase suivante. On n'est pas confortable avec ça dans notre société du tout. Non. En fait, on recherche souvent la certitude de qui on est pour se sentir stable dans nos relations, stable avec les autres. Puis c'est donc effrayant de laisser aller ces certitudes-là. Personne n'est à l'abri. On trouve tous pas facile quand on est dedans. Wow. Mais ô combien c'est libérateur quand on se laisse vraiment genre se défaire de ça. Puis t'as raison, les gens qui sont dans la transidentité, qui sont dans les transitions, qui se permettent d'être fluides, en fait, ont plus contact avec cette sagesse-là. Et on aurait tellement à apprendre de se laisser plus être là-dedans. Parce que c'est ça, la nature. C'est tellement naturel. Oui, c'est une curiosité qu'on se laisse pas ressentir. Tu sais, c'est OK de dire « Ah, ben j'ai peut-être envie de quelque chose, mais pourquoi tu te laisses pas naviguer cette envie-là? » Tu sais, puis ça, c'est dans la vie, puis c'est dans la sexualité, puis c'est dans tout, là. Mais se laisser être curieux, je pense qu'on est tellement pris dans, justement, cette société de performance où on vit rapidement, on n'a pas le temps de se questionner, qu'on est pris dans notre métro, boulot, dodo. On réfléchit pas, on n'a pas le temps de s'asseoir. Quand on s'assoit, on est sur nos écrans. Tu sais, il y a comme quelque chose qu'on perd, je pense, à pas honorer cet espace-là de curiosité en soi, tu sais. Ça me fait penser un peu à toute la richesse des États qui sont pas juste le conscient. C'est autant les États comme ceux du rêve, les États d'inconscience, au sens où on se laisse plus naviguer dans la rêverie, qu'on soit juste dans différents états que celui juste d'être dans ce qu'on sait, tu sais, nos certitudes. Oui, c'est ça. Puis c'est un peu l'ombre qu'on porte collectivement puis qu'on porte individuellement, qu'on travaille tranquillement à tous à intégrer. Jung voyait ça un petit peu comme un miroir entre ce qui est collectif puis ce qui est individuel. On porte à la fois notre propre inconscient, mais on porte aussi l'inconscient collectif au sens des symboles universels, de l'ombre, un petit peu aussi des grands champs, des grands systèmes de pensée, comme celui du capitalisme, a toujours une ombre. L'hégémonie un petit peu j'ai les mots qui mettent, c'est les croisades, là, mais le fait d'avoir été envahir d'autres pays, si on veut. Là. On dirait que le terme ne me revient pas. Là, colonisation. C'est ça. Le colonialisme a toute une ombre aussi. Toutes les choses qui sont rejetées, finissent par nous hanter. Puis ça, c'est individuellement comme collectivement. Oui. Puis c'est un défi constant de vraiment travailler à rencontrer ces facettes-là pour éventuellement devenir pleinement nous-mêmes. C'est beau. Tout ce qu'on rejette revient nous envahir, c'est ça? Oui. Ça fait tellement de sens. C'est comme, c'est comme toutes les choses qu'on cache qui remontent. Là. C'est comme plus si tu essaies de caler un bio de bois là, dans l'eau, là, creux, là, puis que là... Quand tu le lâches, tu le reçois dans le front. C'est ça. C'est un peu l'effet slingshot de l'inconscient. On l'observe dans beaucoup de choses, mais par exemple, quelqu'un qui refuse de faire vraiment le travail difficile d'un deuil d'un enfant perdu, par exemple, puis qui décide de consommer parce que c'est ça qui l'éteint, c'est ça qui l'aide à passer à travers. Puis c'est tellement normal dans le processus, mais veut pas rejette l'appel de faire face
à ce qui est souffrant. C'en est un autre espace, mettons, liminal, là, où je me trompe, là, quand on parle, mettons, de dépendance, de consommation, ou d'aller justement dans nos rêves. Il y en a, souvent, on s'enfuit, en fait, dans notre propre tête, peut-être, pour pas faire face à ce qu'on sait qui est là, mais qu'on veut pas voir. T'sais. Exactement. Ouais. Parce qu'il y a comme des moments où l'imaginaire, ou les espaces plus hors du temps peuvent nous aider à entrer en connexion avec des choses difficiles. Puis il y en a d'autres où on peut s'en servir plus pour se noyer. Puis comment, mettons, on pourrait travailler avec nos rêves? Parce que il y a quelque chose... Ouais, il y a quelque chose qui... Tu sais, moi, mes rêves, tu sais, là, je t'en parle souvent, c'est 99% de mes rêves, je m'en souviens pas. Comment on peut travailler avec ces rêves-là pour peut-être aller connecter un peu plus à qui on est, tu sais, aller vers quelque chose qui va être plus apaisant pour aller traverser cette remontée, en fait, de cet espace liminal-là vers qui on devient, tu sais? Ouais, c'est le premier défi, puis on est beaucoup à pas beaucoup avoir de rappels de rêve parce que la vie va vite, puis on est tellement happé dans des choses du quotidien qu'il n'y a pas toujours de l'espace, même juste pour s'en rappeler. Ouais. Ça, c'est souvent le premier défi. Ouais. C'est de trouver du temps pour le noter ou pour demander à recevoir un rêve avant d'aller se coucher. Ça peut être intéressant pour pouvoir peut-être saisir une bribe de quelque chose. Puis au début, ça sera peut-être pas grand-chose. Puis éventuellement, ça peut devenir des récits qui sont plus longs, qui sont plus détaillés, qui ont des symboles plus riches. Puis de la même façon qu'on se permet pas nécessairement de connecter aux symboles dans notre quotidien, on n'observe peut-être pas les synchronicités, bien, si on se ramène à essayer de noter ces choses-là quand ils viennent, de prendre le temps de s'interroger... Puis ça, c'est pas facile. C'est inconfortable, c'est très inconfortable. Oui. Ça peut venir de d'autres choses que les rêves. Oui. T'sais, par exemple, moi, je pense que j'ai écrit un post qui sortait aujourd'hui là-dessus, mais par rapport au mythe du pendu, moi, je me sentais beaucoup dans une phase un petit peu... Là, vous voyez que ce mythe-là revenait un petit peu pour moi. Puis j'ai vraiment eu quelques semaines où mon œil droit, il tressautait, il était comme super actif, là, comme ma paupière. Ouais. Puis j'étais comme, bon, ça peut être un signe du stress. On le voit, on le pense tout de suite à comme, je prends trop de café. On pense à comme les choses évidentes. C'est quoi? Oui, qu'est-ce que je fais dans le quotidien qui... Puis ces choses-là peuvent être vraies. Là. Oui, tout à fait. Puis en même temps, on dirait que pour moi, de connecter au mythe du pendu, parce que dans le mythe du pendu, il y a aussi l'idée de sacrifier quelque chose. Puis il y a une histoire qui est rassociée à lui, qui est le mythe d'Odin, dans la mythologie nordique, où il sacrifie son œil droit en échange de la connaissance des runes, qui est comme la connaissance des symboles universels. Puis je me suis vraiment sentie à me dire, comme, what am I turning a blind eye on? C'est comme, parce que, je sais pas, ça se traduit pas super en français, mais où est-ce que je me sens, je suis en train un peu de m'aveugler ou de pas vouloir réaliser quelque chose? Pas vouloir, ouais. Pas vouloir voir. Puis ça m'a vraiment amené à me questionner, puis à me déposer là-dedans d'une manière qui est différente que juste me dire, bon, je suis stressée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis stressée? Tu sais, comme ça va, la vie va vite, puis c'est ça. Puis, on met ça de côté, puis finalement, on y va pas. C'est ça. Fait que ça peut être très, très banal comme on peut connecter, c'est en nourrissant, ça peut être dans les films qu'on écoute, dans les livres qu'on lit, d'avoir un espèce de bagage de nos symboles à nous. Parce que l'œil, ça pourrait parler à quelqu'un d'autre de d'autres façons. Ça pourrait être l'œil de l'univers qui s'ouvre, ça pourrait être je sais pas quoi. Ouais. Mais côté moi, c'était ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est mes symboles à moi. Tout comme dans mes rêves, c'est mes symboles à moi, beaucoup qui parlent, puis ceux du collectif aussi. Mais en même temps, c'est ça, c'est ton inconscient qui vient te faire coucou, là, rendu là tout le temps, là. Ouais, c'est ça. Il est tout le temps là. Ouais. Qu'on le veuille ou non. Oui, c'est ça. Mais on est souvent dans notre ego aussi par rapport à ça. L'ego qu'on voit comme étant une espèce de bête qu'on veut pas à laquelle on veut pas toucher, on veut pas voir, on essaye de la tuer ou de la mettre de côté pour pas aller, tu sais, on veut pas être dans notre ego. Puis j'aimerais ça que tu nous parles parce que on a eu des discussions par rapport à ça, puis pour moi, l'ego, c'est tellement quelque chose qui est à notre service, en fait. Et je pense qu'il faut juste comme changer notre perception de ce que c'est, exactement. Ouais, c'est quoi? C'est quoi cette affaire-là? Je vais dire d'abord qu'est-ce que c'est pas, parce que je pense que dans le collectif, on entend beaucoup parler d'ego au sens d'arrogance, au sens d'égocentrisme. Ouais. Puis oui, ça peut être ça, mais l'ego a quelque chose qui est beaucoup plus large. Ego veut juste dire « I », veut juste dire
Je pense que c'est littéralement « I » en latin. C'est comme « je ». Fait que c'est juste notre subjectivité, c'est l'ensemble de qui on est au plan conscient, pas au complet, là. Puis, c'est surtout Carl Gustav Jung qui en avait parlé. C'est pas lui qui a inventé le terme, mais c'est lui qui a vraiment décrit un petit peu ce que c'était dans la structure de notre psyché, qui est tout ce qu'on est un petit peu dans notre cerveau, mais qui est un peu invisible. On a notamment notre inconscient, qui contient notre inconscient personnel, notre inconscient collectif. Dans l'inconscient personnel, on a nos souvenirs, on a toutes les choses qu'on a refoulées quand on sentait qu'on n'avait pas le droit d'être. On a aussi des qualités là-dedans, des choses qu'on n'a pas senti qu'on pouvait développer ou qui n'étaient pas mises de l'avant. Puis on a aussi, un peu entre les deux, entre ça puis un peu les idées de ce qu'on pourrait appeler le surmoi, qui est plus les concepts qui nous sont inculqués de la société, qui nous sont inculqués de nos parents, les genres de règles morales. Entre les deux, il y a l'ego. L'ego est un peu comme j'aime le voir comme le conducteur d'un véhicule. C'est avec quoi on regarde le monde. Mm-hmm. Puis il y a une vision qui est toujours un petit peu flouée par ce qu'il connaît, ou même par des choses qu'il n'a pas de contrôle ou qu'il n'est pas conscient, qui viennent, qui remontent de l'inconscient. Mais il fait de son mieux pour essayer d'être le médiateur entre les deux. Puis un ego qui, avec le temps, quand on se développe, quand on passe à travers l'adolescence, quand on devient adulte, qu'on vit des choses, il devient plus flexible. C'est ça l'idéal, c'est d'avoir un ego qui est pas juste comme dissous dans l'inconscient. Là. Tu sais, quand on parle d'éveil spirituel, puis que les gens sont comme moi, j'ai complètement détruit ou tué mon ego. Moi, ça m'inquiète des choses comme ça parce que je me dis, je comprends que c'est pas vraiment ça qui leur est arrivé, mais de penser que ça arrive, ça peut en soi mener à des brèches, en fait. C'est des espaces, des fois, où on est vraiment sensible à des invasions de l'inconscient qui peuvent prendre un peu possession de nous, là, pas nécessairement comme un fantôme, mais c'est juste que si on n'est pas conscient que ça nous prend un ego, puis qu'on a besoin quand même de rester d'une façon ramassée, là, sinon on est déversé. Contenu, mettons. Exactement, on a besoin d'un contenant, puis l'ego nous permet d'être juste le médiateur, celui qui tient les choses ensemble, puis qui nous permet de comme rencontrer nos expériences, puis devenir plus complexe, plus nuancé, flexible. Puis ça, un ego solide peut faire face à beaucoup de choses dans la vie qui sont difficiles, puis le naviguer de mieux en mieux. Alors qu'un ego qui est fragilisé ou qui pense qu'il n'existe plus, puis là, c'est l'inconscient qui prend le dessus. Ouais, c'est comme si tu tombes dans les limbes, là, en fait. Là. C'est un peu... tu tombes dans les limbes. Tu peux devenir gourou. Tu peux te laisser avoir par de l'inflation. Tu peux te laisser avoir par un archétype, tu sais, comme il y en a qui vont se faire prendre par l'archétype de la voyante ou l'archétype de la déesse. Tu vas t'incarner là-dedans, puis il n'y aura que ça qui va exister. Là, tu penses que tu es une déesse sur Terre, que toi, tu as la science infuse, il faut faire attention avec ces choses-là, tu sais, que c'est surtout dans l'univers de la spiritualité, ça peut être assez glissant. Oui. Puis c'est d'où l'importance de vraiment prendre soin de comme... Oui, c'est correct des fois d'avoir des moments où on ne sait plus qui on est, là, c'est pas de dire ça, mais c'est aussi des moments où on est fragile à des incursions de d'autres gens qui ont pas toujours votre bien-être à cœur. Fait que c'est pour ça que l'ego, là, bien important, s'il vous plaît, jetez-le pas aux poubelles. Oui, puis c'est drôle parce qu'on a l'impression, dans notre conception qui est erronée, que plus on vieillit, pire on est au niveau de notre ego. Tu sais, quand, dans le fond, ce que tu dis, c'est que on devient de plus en... Quand on travaille avec notre ego, qu'on apprend à l'apprécier puis à vivre, tu sais, il devient plus flexible, plus malléable, ou tu sais, comme il est vraiment à notre service, en fait, finalement. Là. Oui. C'est pas un cadeau une bête sauvage emballé, cette affaire-là. Là. Ça, c'est pas une bête sauvage à abattre. Tu sais, c'est ce qu'on rencontre des fois quand on va en thérapie, mais c'est avec lui qu'on travaille. C'est notre principal allié. Oui. C'est pourquoi on est toujours en résistance à propos de ça. Qu'est-ce qui fait que... Tu sais, Inanna, là, qui descend dans les enfers puis qui laisse, tu sais, à chaque porte une couche d'elle-même, pour moi, c'est la représentation, justement, de revenir à notre soi qui est comme pur puis authentique, là, tu sais, vulnérable. Comment on peut se servir de ça pour éviter de vouloir juste tuer notre ego, là, tu sais, mettons? Ben, c'est que le chemin, il commence avec l'ego. Puis
idéalement, il se termine, mais il se termine jamais vraiment, avec notre cœur, notre soi réel qui est à l'intérieur de nous, qui consiste en l'unification pleine des parties refoulées, qui peuvent être sombres, mais aussi des parties qui sont plus belles, plus douces, puis qui sont comme, j'ai envie de dire immortelles, mais c'est comme si ont toujours été là, parce que c'est pas de dire on découvre quelque chose de nouveau. En fait, comme tu dis, on enlève des couches, puis on vit énormément de résistance à faire ça, parce que repensez à quand vous étiez petite ou petit, puis que vous faisiez quelque chose d'un peu comme spontané, qui était tellement vous, puis que peut-être ça n'a pas été rencontré avec la plus grande douceur. Peut-être qu'on vous a dit « Oh non, ça fait pas ça », ou « Ah, ça faut pas que tu le montres », ou tu sais. Puis ça commence de même, hein. C'est des petits micro-trucs comme ça qui font qu'on se fait une carapace, on devient avec un masque, on devient avec une persona, puis on se construit notre ego autour de ça. Alors, au centre, il y a notre aspect un peu plus vulnérable, puis ça peut prendre du temps, beaucoup de courage pour dire « OK, je vais me risquer à enlever des couches puis à remontrer au grand jour qui je suis vraiment, puis que je sais même plus c'est qui. Tu sais, je l'ai perdu de vue, là. Elle est perdue dans les limbes, mais elle est perdue dans les enfers. Oui. Moi, j'aime beaucoup l'image que moi, je me suis fait de ça, c'est la poupée russe. Ah, oui. J'aime beaucoup cette image-là. C'est exactement ça. C'est d'aller retrouver justement la petite poupée qui est dure dans le centre, tu sais, qui est comme, qui est toi, finalement. Tu sais. Puis, pour moi, tu sais, avec mon coming out, puis je pense que dans la communauté LGBTQ+, on est beaucoup nécessairement face à des confrontations, justement, par rapport à notre identité versus les autres, tu sais, comment je dois agir, comment je suis, est-ce que je me permets d'être, comme... Puis, dans la communauté, mais aussi dans toutes les communautés marginalisées, là, ou dissidentes. C'est ça. Puis je trouve que quand on passe à travers ce processus-là, il y a une libération incroyable qui se passe à l'intérieur de soi. Puis c'est comme si, en tout cas pour moi, là, c'est mon expérience personnelle, mais c'est comme si, oui, j'ai envie de plaire à l'autre, naturellement. Là, je pense qu'on est dans une société qui nous amène à vouloir plaire, mais pas aux dépens de qui je suis vraiment, tu sais. Puis ce chemin-là, je vais le marcher toute ma vie, là. Je veux dire, je vais toujours faire tu avances, recule. Mais ouais, je trouve ça beau. Ouais, il y a quelque chose de beau là-dedans. Tu l'as tellement vécu, puis on le vit à différentes étapes. C'est toute l'énergie que ça libère quand on laisse faire le masque, quand on laisse tomber les artifices, puis quand on arrête d'essayer d'être quelque chose ou quelqu'un qu'on n'est pas vraiment. Ouais. C'est vraiment libérateur. Puis c'est la clé de tout ce qui pour moi est important puis que je valorise dans la manière que j'approche le tarot, que j'approche les rêves, c'est d'accompagner à faire ce chemin-là, de devenir qui on est vraiment, mais à travers les symboles, parce qu'ils ont une richesse puissante pour nous aider à faire ce processus-là. Puis je vais juste rebondir sur ce que tu disais pour la communauté LGBTQ, mais j'irais même jusqu'à dire que collectivement, tu sais, là, on revoit une ressurgescence de la marginalisation, de même plus que ça. Là, gros backlash par rapport à tout ce qui est différent, qui sort de la norme. Ouais. Puis ça, c'est collectivement la tentative de retourner dans l'ombre des choses qui sont remontées, qui sont vraies, tu sais, qui portent une vérité, mais qui est une vérité qui dérange. Puis moi, j'encourage vraiment à confronter les vérités qui nous dérangent pour pas juste se laisser bercer par des illusions qui sont confortables, parce que collectivement, on a vraiment besoin de ça. Plus on marche notre propre chemin, plus on est moins sujet à être happé par ce qui se passe dans le collectif. Oui, mon Dieu, 100%. D'ouvrir la discussion, tu sais, quand il y a quelque chose qui nous dérange, souvent on a tendance à se refermer, justement, puis à pas aller vers l'autre quand on est dans un temps présentement où on a besoin de s'ouvrir à l'autre. On a besoin de comme juste ouvrir notre cœur, notre humanité, puis de voir des fois en l'autre des parties que on veut pas voir en soi. Exactement. Puis qui nous confrontent, puis que l'on fait comme ouais, je veux pas aller là, mais puis finalement on met ça sur le dos de toute, tu sais, phobie, racisme et tout ça, mais
au final, tu sais, qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi que tu n'acceptes pas ou qui te dérange, tu sais, ou tu veux pas aller chez l'autre, tu sais. Je pense qu'on a... C'est un grand cliché qu'il y a bien dans ceux qui sont les plus récalcitrants contre la communauté gay en général, mettons, qui ont souvent portent ça en dedans d'eux. Oui. En fait. C'est un rejet là, fort, tellement peur. Là. Fait que plus on s'ouvre à nos parties de nous cacher, moins on va être violent avec ce qui est différent chez les autres. Oui. Tellement belle la diversité. Oui. On dirait que c'est ça. Il y a des choses que je comprendrais pas, là, mais... Puis, tu sais, j'en fais partie, donc je suis vraiment dedans, mais comme je me dis, mon Dieu, la beauté de la différence, puis que ce soit justement un handicap, une orientation sexuelle, une identité de genre, une couleur de peau, comme il y a tellement de beauté à travers ça que des fois, je me questionne à savoir, mais voyons, qu'est-ce qui, dans le collectif, fait en sorte qu'on a tendance à, justement, vouloir comme tout... réenterrer ça quand on était rendu à quelque part. T'sais, on était rendu à être en mesure de plus... Bon, on est encore, là, je suis un peu pessimiste, je m'excuse, mais on est là, tu sais, à un moment où nos enfants ou des personnes plus âgées font des coming out parce qu'ils se permettent de... Tu sais, ils voient la diversité puis ils se permettent de le faire. Ça me fait un peu peur, là, tout ce qui c'est normal. Il y a de quoi avoir peur, puis je pense que ça fait comme partie de la confrontation de les opposés qui se passe fort, fort, fort. Ouais. Après, qu'est-ce qui va ressortir de là? Est-ce qu'on va retourner refouler? Est-ce qu'on va réussir à unifier quelque chose de ça, puis à passer au travers? D'une manière ou d'une autre, on va passer de l'autre côté. Ouais. Mais c'est ça, il faut avoir confiance. Le temps qu'on est dedans, c'est ça, dans cet espace un peu, justement, liminal, possiblement, comme société. Il faut avoir confiance qu'il y a quelque chose qui va survivre. Moi, c'est là où je me ramène, c'est la survivance. Ouais. Puis de se ramener dans des communautés, de se souder ensemble pour qu'il y ait quelque chose qui survive. Oui, trouver notre famille choisie, trouver les gens avec qui on se sent bien, de qui on a envie de se nourrir, justement, tu sais, parce que ça peut être drainant à l'extérieur, tu sais, vraiment. Puis là, tu parlais j'avais écrit une citation dans le livre de Frédéric Lenoir qui citait Jung dans le livre qui s'appelle « Un voyage vers soi », puis qui disait ça, justement, qui décrit le processus d'individuation comme le phénomène successif de transmutation de l'esprit pour parvenir à l'union des contraires. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu de ça. Ouais, du processus d'individuation, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Bien, l'individuation, c'était pour Jung la grande quête de devenir soi-même. Puis, c'était le processus lui-même, le chemin qu'on marche quand on est en train de rencontrer soit des aspects de notre ombre ou même des aspects des interdits de la société, puis qu'on essaie de tranquillement, pas vite, enlever les couches d'oignon puis devenir notre vrai soi. Okay. Fait que c'est littéralement le concept qui décrit le chemin qu'on marche quand on essaie de devenir soi-même puis d'enlever tous ces artifices-là. Puis tu as raison, exactement. C'est aussi l'unification de nos opposés. Autant nos opposés conscients, inconscients, interdits versus tout ce qui est permis dans la société. Oui. C'est vraiment toutes les choses qui sont opposées pour qu'on devienne multipotentiel. Oui, c'est ça. Les énergies masculines, féminines. C'est tout ce qui est justement à la binarité de tous les trucs. Oui, exact. C'est bon. Qu'est-ce qui nous soutient dans cette quête identitaire-là? Est-ce que tu sais, on avait déjà parlé du je sais pas, du papillon. Je sais pas. Il y a quelque chose que je trouve beau là-dedans. Ouais. J'aimerais ça que tu m'en parles juste un petit peu. Ben oui, parce que je pense que ça fait écho à la liminarité, mais l'idée que quand on est là-dedans, ça peut faire effet un petit peu comme le processus de devenir un papillon. C'est qu'on commence en étant une chenille, puis que éventuellement on rentre un peu comme dans une forme de chrysalide, puis qu'en fait on devient comme de la glu, là, comme du goût là, qui se En fait, le papillon, c'est fascinant parce qu'il fait pas juste comme... Il y a tellement d'étapes. C'est ça, il se digère lui-même, puis il redevient comme si son ADN reste le même, mais comme la forme que ça prend est complètement différente. Je pense que c'est
invitation à voir comment c'est magique à quelque part, l'individuation. C'est un aspect où on peut vraiment l'impression qu'on est en train de mourir, qu'on est en train de complètement se dissoudre. Mais il y a quelque chose qui reste le même, qui reste ou qui a toujours été, qui, lui, se recompose. Notre petit cœur. Oui, parce que Jung parlait aussi beaucoup de l'archétype de l'enfant sacré, qui est comme ton centre de la poupée russe, qui représente aussi le centre de nous-mêmes. C'est l'enfant qu'on retrouve sur l'arcane du soleil, dans le tarot. C'est le bébé lumineux qui représente même Jésus, on pourrait dire aussi, qui est un archétype de ça. C'est qu'est-ce qui survit à la noirceur. Dans le plus cœur de la nuit, là, Noël, c'est le solstice d'hiver, il y a un enfant lumineux qui naît. C'est vraiment un mythe qui revient parce qu'il représente l'essence aussi de ce qui en nous survit même à la destruction qu'on peut penser la plus totale. Oui, ben c'est ça. On parle souvent de revenir à notre enfant intérieur ou de se reconnecter avec ça. Oui, ben on est là. Aussi, ouais. L'enfant divin. C'est beau. J'ai envie, avant de terminer l'épisode, de te poser quelques petites questions, plus personnelles peut-être, pour apprendre à connecter avec toi. Je te demanderais, premièrement, ta pratique feel good quotidienne, celle que j'ai envie qu'on crée justement des petites pépites peut-être pour les gens. Des fois, on n'ose pas faire quelque chose ou se commettre à juste à être ou prendre un moment pour soi. J'ai envie de donner des idées aux gens. Donc, c'est quoi ton feel-good quotidien? Ben là, c'est sûr que c'est assez banal. Là. Genre, je vis vraiment une vie de mamie en ce moment. Là, c'est parfait. Ça va peut-être parler à bien du monde, là, mais dans le fond, je dirais que c'est vraiment de me permettre. Comme le soir, genre, j'ai comme ma petite chaise papassane où ce que je m'installe pour lire. Puis même si je suis vraiment crevée, j'essaie de lire comme 1 ou 2 pages. Oui. Puis je me mets comme une petite musique avec ma petite tisane. Là, c'est très multisensoriel. J'ai comme ma doudou. Puis c'est comme mon petit moment de comme, même si la journée a été rude, même si ça a été vraiment occupé, de me ramener dans comme quelque chose qui est vraiment juste pour moi. Oui, mais je te file. On est toutes mamies... C'est ça que je peux me permettre tous les jours. Là, moi, je dors avec un pad chauffant là, pour te donner l'intensité de la mamie en moi. Là, donc, moi aussi, je dors souvent avec mon pad. Il y a pas de... Puis j'ai pas mal à nulle part. Là, je fais juste dormir avec mon pad. Parce que moi, j'en ai un qui est comme, tu sais, qui est comme un peu pesant. Là, puis j'en dirais que des fois, je suis rendue Caroline. Je pense que c'est rendu mon... Oui, mais mon feel good. Moi aussi, c'est ça. Je suis rendue que c'est ça. Je fais juste allumer mon pad, puis j'en ai juste pas de besoin, mais je me sens bien quand il me réchauffe. Ça, peut-être que c'est le reflet d'un besoin autre, mais ça... réconfort. C'est un autre sujet. T'as-tu un compte inspirant que tu nous conseillerais à suivre sur les réseaux? Oui. Une personne inspirante. Ben, j'aime beaucoup le compte... mon Dieu, il y en a tellement. Ben, tu peux pas... T'as pas besoin de te restreindre. Je trouve ça vraiment fascinant. Il y a comme qui m'inspire beaucoup, c'est le Grief Club, le Queer Grief Club, qui est un compte, c'est américain. Okay. C'est une personne qui crée des espaces pour la communauté queer pour qu'ils puissent traverser leur deuil de manière collective. Il y a des séances aussi qu'elle fait. Il y a vraiment des écrits qui sont vraiment tous au service de la communauté queer. OK. Puis, tu sais, il y en a que c'est comme, mettons, pour des gens qui ont perdu un animal. Tu sais, c'est vraiment des espaces collectifs. Ça fait même partie de des choses que j'aimerais éventuellement offrir au Québec, mais à venir. Puis, j'ai aussi Mother Worth and Rose qui fait plus comme du contenu aussi sur le deuil et la transformation, mais avec une touche très herbalisme, d'herbalisme, puis de le faire avec les plantes, en connexion avec la nature, puis d'honorer ces parties-là de nous. Fait que, ouais, ça serait les deux que je recommanderais. Oh, intéressant. Je vais aller voir ça. Ton petit plaisir coupable. Mon petit plaisir coupable. Ou non, coupable, mais... Ben, c'est pas disons un plaisir coupable, mais j'honore beaucoup. Là, je travaille vraiment beaucoup dans mes rituels avec Vénus. Fait que je dédie vraiment du temps chaque semaine. Souvent, le jour de Vénus, j'essaie de le faire à l'heure de Vénus. Oui. Et je lui offre de la poésie. Des fois, je lui offre des fleurs. Puis je prends ce moment-là pour être vraiment avec moi-même, puis honorer aussi juste le cosmique à quelque part.
Oui, Puis- le plus grand que soi. Là. Ouais, puis sortir un petit peu juste de comme... parce que ça peut être facile de tomber, en tout cas pour moi, là, dans l'intellect, puis être juste être juste dans lire, apprendre, parce que c'est vraiment une force pour moi, mais de travailler aussi à connecter à ça d'une manière qui est plus ancrée dans mon corps, puis ancrée dans le beau, dans le doux, dans le poétique. C'est beau, ça fait du bien. On a besoin de ça, tu sais, on se le permet souvent pas, en fait, Non. de connecter à soi. Puis souvent, quand on pense à connecter à soi, on pense à prendre un bain, là, puis finalement, Je fais ça on aussi. connecte pas. Oui, c'est ça, mais des fois, on prend notre bain avec notre sel, là, tu sais, c'est pas, on n'est pas très, très connecté à soi, là, on est juste assis dans le bain jusqu'à temps que l'eau devienne frette, là. Ouais. Tu sais, fait que c'est ça. Merci. C'est inspirant. J'aime ça, connecter à Vénus. Puis là, on va passer à un petit moment épicé, miel épicé, pour finir l'épisode. Donc, je vais vous partager, en fait, à chaque épisode, un jouet qui figure dans ma trousse. Parce que je suis ambassadrice Sex Plus. Puis quand je me déplace chez les gens pour faire des démos ou des ateliers, je vais prendre des petits jouets, des petits accessoires, puis je vais vous en présenter un à toutes les semaines, à tous les épisodes. Puis cette semaine, j'en ai un que je suis bien excitée de te montrer. Parce que je trouve qu'il fait un peu mythique, liminal. Puis il s'appelle le Caresse. Oh là là, OK, un beau nom. Oui, je vais t'en remettre un qui est en dessous après l'épisode. Ah, ben là. Mais regarde ça, comment il est cute. Tu es à l'aise de le toucher? Oh mon Dieu, c'est comme un petit alien. Oui, en fait, c'est un stimulateur clitoridien, mais on s'entend ici qu'on peut l'utiliser partout sur ton corps ou sur le corps de ta ou ton partenaire. Fait qu'il y a 5 embouts. Regarde ça. OK. Puis c'est super facile. Tu as seulement à tirer sur le petit embout. Tire. Vas-y. Je veux pas faire tomber là. Tire ouais, doucement. Oh mon Dieu. Oui. Je pense que je suis pas habilitée. Hein? C'est même. Fait que ça s'enlève super facilement. Puis t'as plein de petits embouts. Regarde ça. Écoute. Qui je trouvais que ça faisait très liminal. Justement, là, un peu entre deux mondes, cette On affaire-là. dirait, tu sais, les affaires de Betty Crocker, là, que tu peux changer, là, puis que ça fait des mélanges à gâteau, là. T'as raison. Ça me fait penser un peu au truc, tu sais, avec lequel on huile nos petits trucs à gâteau. Voilà. T'as tout compris. Fait que ça, avec un bon lubrifiant à base d'eau, ça le fait, les amis, sur un moyen temps. Puis il est le fun parce que il est tout doux. Fait il vibre. Puis c'est ça, tu peux l'utiliser partout sur ton corps. Donc, le Caresse chez Sex Plus. Je vais vous mettre tous les détails dans la description de l'épisode avec mon lien parce que j'ai un code promo de 20% de rabais avec le code Ça goûte le miel 15. Que si ça te tente, mais l'autre en dessous, il est à toi. Fait que celui-là, tu vas pouvoir le... Eh bien, merci, Colin. C'est vrai qu'il y a un petit côté extraterrestriel. Oui, un petit peu quand même. Je trouvais qu'il fitait avec ta vibe. Oh non, merci. Puis là, je finis ça. On finit ça. Moi qui n'ai pas super habituée avec la caméra puis la finitude de même. Merci Laurent, by the way, du Cool Club. Je voulais remercier justement Sex Plus d'être partenaire avec moi dans ce nouveau projet qui m'allume et qui me fait peur en même temps. Merci pour ça. Je voulais remercier la boutique Mode Peace qui a fait une partie du décor ici, que Marie-Ève, elle est extraordinaire. Là. Elle a une boutique de seconde main. Puis tous les objets sont seconde main. Donc, elle est à Saint-Césaire. Oui, à Saint-Césaire, en Montérégie. C'est parfait. Si vous vous déplacez, là, ça vaut la peine. Je vais vous mettre les liens aussi dans la description de l'épisode. Puis voilà, j'avais juste envie de vous laisser, en fait, en vous remerciant. 2, en vous disant que vous pouvez me suivre sur les réseaux. C'est tellement rare, je fais ça, je suis comme déstabilisée. Isabelle Fréjot.
Isabelle.Fréjot sur Instagram. Puis n'hésitez pas à partager l'épisode si, pour nous donner un petit peu d'amour. Je pense qu'on en a besoin, en fait, de parler, d'avoir des discussions qui sont vraies comme ça. Puis je voulais savoir, toi, où est-ce qu'on te retrouve? Quels sont tes projets dans le futur? Ben, en fait, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, beaucoup. C'est comme ma plateforme vitrine. Oui. Alexandra.oniria. Oui. Puis, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site web, qui est www.alexandraoniria.com. Et j'ai aussi, depuis peu, un Substack que vous pouvez trouver aussi à travers mon Instagram, là, dans mon Linktree, où je partage plus des contenus écrits plus longs et super des contenus audio aussi, fait que je vais tester également. Fait que sur Substack, cherchez Alexandra Oniria, vous allez me retrouver également. C'est un délice de lire à chaque fois. Moi, à chaque fois, je suis en amour. C'est pas compliqué. Donc, voilà. Je vous remercie. Merci de ta présence, Alex. Merci de m'avoir reçu. Ah, mon Dieu, ça me fait tellement plaisir. Merci, Laurent. Merci à toi. Puis, du Cool Club à Granby. Puis, on se retrouve pour un autre épisode super rapidement. Merci.